Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Alors c'est une émission un peu particulière pour moi aujourd'hui, une émission exceptionnelle à plus d'un titre. Alors d'abord parce que je reçois un invité exceptionnel, ou plutôt que je reçois à nouveau cet invité exceptionnel, je vous le dévoilerai dans un instant, mais surtout parce que profitez-en bien, regardez bien cette banquette orange, cette banquette si fidèle que j'avais depuis plusieurs années presque, on peut le dire, voilà, et qui m'a permis de faire émerger ces Incorrectibles puisqu'elle vit ses derniers jours, ses derniers instants, puisque on est un petit peu démocratique quand même dans cette émission, donc on a décidé de faire appel à vos votes et donc je me suis un peu pris au jeu. J'ai fait un petit tweet, vous savez, on peut faire des sondages sur X et donc j'avais demandé si voilà, vous vouliez que je change ou pas de siège le 7 juillet et contre toute attente, eh bien vous avez décidé eh bien à 52%, donc ça s'est joué vraiment à peu de choses. Je suis vraiment désolé pour elle, cette banquette orange, voilà, de changer. Donc nous avons décidé de changer à partir du 7 juillet. Tu nous parles pas de voilà, ton tu élection. me spoil. Donc nous recevons Karl Zéro. Tu nous parles pas de ton élection, de changement de siège. Ça voulait pas dire que tu étais élu à Grasse. Oui, alors voilà, c'est ça qui est incroyable. J'ai lancé ce sondage sur X. Évidemment, il y a un petit jeu de mots avec est-ce que je change de siège le 7 juillet. Bon, je l'avais fait un peu avec cette arrière-pensée, mais je pensais vraiment pas que ça allait marcher. Et tout le monde est tombé dans le panneau. C'est-à-dire que la veille, donc c'était en plus le samedi, la veille de la clôture des investitures, j'ai dit voilà, il faut absolument que vous me donniez votre réponse, voilà, et je vous annoncerai à 18h le jour de la C'est con, parce que si ça se trouve, t'aurais été élu dès le premier tour député de la circonscription de Grasse. Comment mon invité m'a complètement explosé à mon effet de surprise. C'est donc Karl Zéro, on est ravis de te recevoir à nouveau, on se connaît, donc on va pas non plus mentir, on va se tutoyer. Donc je disais, voilà, c'est officiel, eh bien nous aurons un nouvel invité, exceptionnel aussi, dans un nouveau studio, donc avec des nouveaux sièges jaunes, voilà, ce sera la nouvelle couleur. Mais ça durera ce que ça durera, parce qu'à mon avis, dès septembre, tu vas être, d'après ce qu'on m'a dit, on te retrouverait sur le service public. À cause de tes amitiés, que je déplore, du côté du RN, il semblerait que ta place soit déjà au chaud sur le service public. Ça y est. Une sorte de nouvel Ardisson, l'homme en noir, t'as déjà le look. Plus de cheveux que lui, plus jeune. Mais non, mais ce qui sera plus public, il va être privatisé. Oui, mais tu seras dedans. C'est ce qui se murmure, hein. Moi, écoute, de toute façon, moi, j'ai été exclu. Il y a belle lurette, mais ce sera l'occasion pour moi d'être invité dans une émission. Tu seras mon De Chavannes, tiens. Ah non, sûrement pas. Alors là, sûrement pas. C'est ça, Gildas. Laisse tomber. Bon, en tout cas, voilà, on est ravis de te recevoir à nouveau. Alors, j'en profite quand même, puisque nous sommes des artisans encore, puisque nous avons décidé de faire un Tipeee, comme on dit, voilà, puisque évidemment, il y aura plus de coûts de production. Donc, si vous voulez bien nous soutenir, d'ailleurs, on vous remerciera jamais assez, puisque c'est grâce à vous, les souscripteurs de notre chaîne, les Incorrectibles Plus sur Player, que nous avons pu, en effet, faire pérenniser cette émission et avoir des invités de plus en plus importants comme Karl. Donc voilà, vous pouvez encore nous aider, puisque nous avons encore besoin évidemment de financement pour évidemment pérenniser ces nouveaux studios et donc pouvoir vous proposer toujours plus d'émissions et peut-être même justement de nouveaux formats. On va en parler. Mais oui, alors petite parenthèse avant de parler de ton actualité et de ce fameux envers des affaires, hein, le nouveau numéro de ton magazine, le numéro 12, hein, on va le voir s'afficher à l'écran avec cette interview exclusive depuis sa prison de Marc Dutroux. On va en parler de tout ça. Juste avant, justement, on rigolait là sur la rumeur ou pas de peut-être député ou pas si je m'étais présenté. Ce qui est dingue, c'est justement la puissance et la viralité et la rapidité de ces rumeurs, quoi. C'est-à-dire, en gros, en réalité, tu te présentais, t'étais élu. Alors ça, c'est un autre débat. C'est un peu comme Renaissance il y a 7 ans. En ce moment, c'est très très ouvert. Enfin, ça l'était. Voilà. Et donc, n'importe qui voulait. Oui, parce qu'ils avaient 577, enfin, un peu moins parce qu'il y avait les accords avec les Républicains dissidents. Mais en effet, il y avait beaucoup de gens et finalement, le RN s'est retrouvé un peu dans la position dans laquelle Renaissance était à l'arrivée de Macron il y a 7 ans. Exactement. Et t'avais ta place. Bon, écoute, non, mais moi, j'ai choisi plutôt de rester dans l'ombre. Voilà. Tu aurais pu faire don de ta personne à la France, comme le maréchal Pétain, une de tes icônes. Salopard. Bon, alors, mon cher Karl Zéro, je te propose pour commencer cette émission, eh bien, on va pas revenir sur ton parcours parce que à plus de 80 ans, tout le monde le connaît. On va parler de cette affaire Dutroux. Donc, tu as obtenu, je le disais, une interview exclusive de lui que ceux qui nous regardent peuvent retrouver dans l'envers des affaires. Alors, on va pas trop spoiler, mais on va quand même en parler longuement. D'abord, est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous regardent ce qu'était cette affaire Dutroux ?
Alors pour moi et pour tout le monde, l'affaire Dutroux, c'est celle d'un homme qui a été arrêté pour avoir enlevé d'abord 2 petites filles de 8 ans, ensuite 4 adolescentes. 4 d'entre elles sont mortes, 2 ont été libérées parce qu'il a indiqué qu'elles étaient dans sa cache qu'il avait fabriquée à Marcinelle en Belgique. Et ensuite, 8 ans après, Marc Dutroux a été jugé et a été jugé en tant que prédateur isolé, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à la barre avec sa femme, Michel Martin, son ami Michel Lelièvre et un autre personnage assez curieux qui s'appelait Michel Nioul et qui était un affairiste belge et qui était un grand partouzard devant l'éternel, un homme qui traitait avec le gratin de Belgique de l'époque, en les invitant notamment au Dolo, une célèbre boîte de nuit où gendarmes, magistrats, politiciens frayaient avec de jeunes créatures. Il se trouve que ce Marc Dutroux au procès de 2004, il se trouve que ce Michel Nioul au procès de 2004 a été pas blanchi, mais condamné à seulement 5 ans de prison, dont il n'a effectué que 6 mois, parce que les juges ont décidé que finalement, tout ce qui touchait à la traite des enfants, au viol d'enfants, au kidnapping d'enfants et au meurtre d'enfants ne le concernait pas. Ensuite, pour moi, et pour beaucoup de Belges et beaucoup de Français, l'affaire Dutroux est devenue un peu la boîte noire de toutes les affaires de pédocriminalité qui sont arrivées depuis. C'est-à-dire que suite au remplacement du premier juge d'instruction de l'affaire Dutroux, le juge Conroth, par le juge Langlois, et à l'évinçage, si j'ose dire, des gendarmes qui enquêtaient sur Dutroux, pour les remplacer par d'autres, qui évidemment n'ont rien trouvé, qui pouvaient démontrer qu'il y avait, outre ce Nioul, des commanditaires des enlèvements et des viols de ces petites filles, eh bien, il se trouve que l'affaire a été totalement enterrée, mais pour les éveillés comme moi, pour les gens qui cherchent un peu la vérité, on s'est dit c'est quand même bizarre parce que c'est jamais arrivé finalement qu'un type enlève des petites filles comme ça pour les garder dans une cache et puis à un moment les tuer, mais des mois plus tard. Mais pour quelle raison? S'il n'y a pas une raison de commande, une raison de commerce, si ça ne lui rapporte pas quelque chose. Il y a des exemples, Natacha Campuche, un type l'a enlevé, il l'a gardé 10 ans, et puis elle s'est enfuie. Joseph Fritzl, il gardait sa propre fille enfermée pendant plus de 10 ans. Mais c'était des périodes très longues. Là, mais si on prend Fourniret, non. Fourniret, il attrape des petits, il les tue, il les viole, il les tue, il les enterre. En revanche, Dutroux, on a voulu nous faire croire que Dutroux, c'était quelqu'un qui voulait juste prendre des petites filles, les violer et les tuer, mais tout ça sur une distance très longue. Et par contre, vers la fin, en ayant de plus en plus de jeunes filles dans sa cache. Donc, il fallait lui demander son avis, en réalité, pour en être sûr. Il avait un avocat à l'époque de son procès, qui s'appelait Maître Magnier. Et Maître Magnier, en fait, ça a été ça le déclic, il y a à peu près 6 mois. Il s'exprime alors qu'il est âgé et que, bon, l'affaire est finie depuis longtemps. Et il dit finalement, s'il n'y a pas un réseau pédo derrière cette affaire Dutroux, rien ne tient. Et je me dis, ah, voilà, enfin, Maître Magnier sort du bois, c'est le moment de demander à Dutroux. Donc j'appelle son avocat actuel, Maître Daillez, et je lui dis, Maître Daillez, est-ce que éventuellement Marc Dutroux répondrait à des questions par écrit, vu que j'ai pas le droit d'aller le voir en prison? Il me dit, mais comment tu as fait pour obtenir cette interview? En fait, j'ai convaincu son avocat en lui disant... Donc une interview à distance. À distance. Je lui dis, mon idée est la suivante. Je vous rédige un certain nombre de questions pour Marc Dutroux, qui concerneront ses commanditaires éventuels, pour savoir si il était, comme la justice l'a déterminé en Belgique il y a 20 ans, un prédateur isolé, ou si il agissait pour le compte d'autres. Ce qui me semble être la bonne version. Qu'en pensez-vous? Il me dit, le mieux, c'est de lui demander. Moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Moi, je suis là pour obtenir un jour, éventuellement, la libération de Dutroux, mais je vous avoue que je n'y compte pas trop. Je lui dis, comme je vous comprends, et surtout, je pense qu'il ne la mérite pas. Mais bon, ça, c'est un autre problème, on en parlera peut-être, de qui est véritablement Dutroux. Évidemment, ce que je fais là, c'est pas pour défendre Dutroux. Il est indéfendable, il a quand même violé des petites, il a quand même laissé mourir des petites, il a peut-être tué des petites.
D'ailleurs, je dois dire justement, pour être tout à fait honnête, que j'ai lu cette interview et que c'est pas du tout le cas. Hein. Justement, t'es pas du tout indulgent, tu lui rentres au contraire bien dedans. Dès la première question, dès la première réponse, il m'envoie chier en disant vous croyez ce que racontent les médias, mon pauvre, etc. C'est pas que je crois ce que racontent les médias, je lui pose des questions concernant ce domaine très précis parce qu'il s'inscrit tout à fait dans mon combat en réalité d'expliquer, parce que ça fait quand même tellement d'années qu'on me dit ah non, réseau pédocriminel c'est un fantasme, ça n'existe pas. Là, si Dutroux dit oui, ok, je reconnais, il y avait des commanditaires, ça va quand même clarifier les choses. Bon, j'envoie mes questions, Dutroux les reçoit, et là-dessus, il met du temps, je me dis, il répond plus. Si, je reçois 100 pages, c'est beaucoup. J'ai pas demandé autant, moi je pensais que c'était un mec normal, tu poses une question, et il y a une réponse. Pas du tout. Il t'envoie un fatras, absolument invraisemblable, avec toutes sortes de trucs, des PV, des photos, des lettres, des trucs à noter. Il n'a pas répondu, tu as reformulé ça, ou il n'avait pas répondu à chaque question? J'ai dû prendre à l'intérieur de ce qu'il m'envoyait, ce qui répondait à mes questions. D'accord. Parce qu'il y répondait, mais pas à la question. D'un bloc, alors? Non, c'est-à-dire, au fond, à bloc, mais le tout, alors après c'est un psychopathe, hein, le tout noyé dans une espèce de fatras, d'enchevêtrement, peut-être qui est dans sa tête, un peu comme Fourniret, il faisait des lettres aussi comme ça, très très longues, mais il y avait des influences aussi ésotériques, maçonnes, il y avait toutes sortes de trucs chez Fourniret, qu'il n'y a pas chez Dutroux, qui lui écrit bien, d'ailleurs, il a un style étonnamment écrit, c'est très étrange, j'ai pas du tout réécrit ce qu'il écrit, c'est très très à l'ancienne, avec des formules un peu de procès verbal ou de jugement, une manière de parler de juridique, étrange, mais c'est un bon français ou un bon belge, bien châtié. Et ça répond à ma question, c'est-à-dire il dit oui, j'avais des commanditaires, alors décrivez-les, et il en cite certains, j'ai pas mis les noms parce qu'il y en a qui sont encore en vie, donc en plus il cite que des magistrats, il y a une dent contre les magistrats, et après en parlant avec les autres personnages, les autres acteurs du dossier, les noms je les récupère dans la bouche d'Anneke Lucas, dans la bouche du psychiatre Ressinger et dans la bouche des gendarmes. Donc au-dessus, c'est-à-dire le haut du panier, les consommateurs à qui étaient dédiées ces petites filles, Dutroux ne les a jamais vues de sa vie. Pour bien comprendre, le but de cette interview, quel est-il? C'était de prouver, parce que c'est Dutroux qui le dit, qu'il y a des réseaux pédocriminels. C'est de prouver. On l'a prouvé 100 fois et on n'est toujours pas cru. Même là, avec ce qui est sorti il y a 15 jours dans Libération, ça se passe quand même rue du Bac. Ah oui, et c'est le haut du panier. Alors rappelle-nous un peu ce qui s'est passé là. Bon, on apprend. Et ce qui est bien, c'est qu'on apprenne dans Libération. Pardon, je bois un peu. Oui, parce que Libération, en plus, s'était fait remarquer à une époque, justement, pour au contraire avoir édité une tribune. Il y avait une avec une pipe faite par un enfant. Et donc là... là, il se rachète une conscience et il publie une excellente enquête sur la base du témoignage d'une femme qui s'appelle Inès Chatin, qui a été adoptée par un docteur Lemaire, lequel docteur Lemaire vivait Grand Train dans le 7e arrondissement et avait pour amis des gens hauts en couleur, Matzneff, mais pas que Matzneff, des sommités comme Humbert, Claude Humbert qui dirigeait Le Point, qui a fondé Le Point, Jean-François Revel, académicien, le père de Mathieu Ricard, la voix du Dalai Lama, qui encore j'en oublie, enfin, donc des sommités. Et ces gars-là se réunissaient dans l'appartement de Lemaire ou dans d'autres appartements qu'ils louaient assez fins pour faire des sortes de cérémonies avec des masques et des capes où ils torturaient sexuellement des enfants avec des objets métalliques qui leur introduisaient dans les orifices. Des objets horribles, je préfère pas en parler. Bref, ça sort dans Libé. Donc c'est la première fois, c'est historique, c'est la première fois qu'un média mainstream reconnaît qu'il y a eu, certes il y a 40 ans, ils parleront pas de ce qui arrive aujourd'hui, mais qu'il y a eu un réseau pédocriminel de l'élite. Or, tes petits amis, Rudi Reichstadt, Mendes France, tous ces guignols, eux, ils nous ont toujours dit, ah mais non, ça c'est Quanon, c'est complotiste, d'aller raconter que l'élite est pédophile. On dit pas que toute l'élite est pédophile. On dit, à chaque fois qu'une enquête sur un réseau pédocriminel s'arrête, c'est parce qu'il y a des membres de l'élite. Voilà ce qu'on dit. Quand c'est un postier avec un SDF et un machin, alors là, ils en parlent.
Là, il y a encore un réseau qui tombe, mais jamais de réseau avec l'élite. Là, c'est un réseau d'élite. Dutroux, c'est la même histoire. C'est un réseau d'élite. Et qu'est-ce que je cherche en publiant ça? Je cherche à faire comprendre aux gens, pas à prouver, c'est improuvable. Parce qu'on peut me dire, mais Dutroux ment. Mais en l'occurrence, quelle raison objective aurait-il de mentir? Et tu comprends que ça puisse choquer justement aussi que tu donnes la parole à un prédateur. Oui, mais en même temps, comme je le bâche au passage à la mort, je veux dire, ça choque. Enfin, j'ai pas eu une plainte, même pas des parents de victimes ou de. Je veux dire, dès le départ, j'ai dit que c'est une ordure, et c'est une ordure. Et d'ailleurs, c'est légalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, on a un le droit. prisonnier peut tout à fait s'exprimer publiquement. Oui, il y avait deux choses qu'on n'avait pas le droit, c'est que j'y aille vraiment, ça a interdit. Pourquoi d'ailleurs Je sais pas, c'est la loi belge. Et deuxième chose, d'ailleurs c'est pareil en France. Hein. Et deuxième chose, pas de photo. J'ai dit, ça serait bien de le prendre en photo, puisque l'avocat envoyait les questions, il pouvait envoyer en même temps un assistant avec un portable et faire une photo. Mais non. Un petit selfie. Mais le selfie, je l'ai malgré tout, puisque tout ce qu'il a écrit, il l'a pas envoyé en papier, il l'a envoyé en photo, prise par l'assistant avec le portable. Donc on voit ses mains. Et ses mains ont des ongles longs, ça fait un peu... je dis que ça fait Seven, le film, tu vois, c'est un peu horrible. Bon, alors justement, on va entrer directement dans le vif du sujet. Dès les premières lignes de l'interview, tu l'as rappelé, il t'a lâché qu'il obéissait à une association polycriminelle de malfaiteurs dirigée et protégée par une coalition de fonctionnaires. Donc c'était, tu l'as dit, hallucinant. Comme ça, d'entrée de jeu, tu t'attendais à une telle révélation d'entrée de jeu? Non. En fait, je pensais que c'était pas aussi clair dans sa tête. Je pensais il était clair qu'il fournissait des enfants à Nihoul et qu'ils étaient enlevés sur ordre de Nihoul, mais je pensais pas qu'il savait vaguement qui y avait au-dessus de Nihoul. Et en fait, qui y avait au-dessus de Nihoul, je t'ai dit des gens que lui ne connaissait pas physiquement, avec qui il ne frayait pas, mais qui étaient quand même du très très lourd. Il y avait l'ancien Premier ministre, Van den Boynans, c'est pas rien. Il y avait le célèbre Baron Noir, le Baron Noir qu'on retrouve dans les tueries du Brabant. C'est une sorte d'état profond belge, très lié à la royauté, très lié à l'OTAN, très lié une forme de... Comment on pourrait dire ça? Politiquement, ça serait proche de Breuil, c'est une Fontanet, ces mecs qui sont morts aussi. Je dis pas qu'ils étaient liés à l'affaire Dutroux, mais c'est cette espèce de ventre mou otaniste de l'époque. Et en fait, en parlant avec le psychiatre Mark Ressinger, il cite les Stay Behind. Et les Stay Behind, c'était quoi? C'était des groupes restés derrière, créés par les Américains, implantés par l'OTAN dans les pays européens, au cas où les communistes arriveraient au pouvoir, ou au cas où l'URSS arriverait. Et j'ai fini par comprendre que ces fameux groupes Stay Behind utilisaient, toutes sortes de trucs. Ce qui est très connu, c'est la stratégie de l'attention, notamment en Italie, avec des attentats qui revendiquaient, alors que c'était pas au nom du Stay Behind, au nom des forces armées révolutionnaires ou au nom des fascistes italiens. Et en réalité, c'était eux qui maintenaient le pouvoir en place en faisant peur aux gens. Et de la même manière, ils utilisaient le chantage sexuel, donc la pédocriminalité, pour tenir les gens. Et ça, je ne l'ai compris que là. Donc en fait, plus t'avances, plus tu comprends des trucs, et des trucs qui te paraissaient... Et après, j'ai repensé à Epstein, et je me suis dit, merde, mais c'est la même chose. C'est exactement la même histoire. On organise des soirées ou des rituels, parce que t'en as certains, ils sont pédosatanistes, d'autres pas. D'autres, c'est juste des pervers, d'autres, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, ils ont bu un coup. Une fille est arrivée, la fille était très jeune. Ils ont couché avec la fille, et après, on les a filmés, ils sont emmerdés, et donc ils sont tenus. C'est des organismes faits pour ça. Mais j'ai mis vraiment longtemps à comprendre ce qu'il y avait derrière Dutroux. Comment t'expliques que de telles révélations, elles sortent pas dans les médias mainstream? Parce que finalement, depuis que l'envers des affaires, la numéro 12 est sortie, pas beaucoup repris. Hein. Normal. Je suis pas Libé. Libé, tu peux reprendre. L'envers des affaires, 15-0, oh là là, 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 mais à force. Tu sais, pour exister, il faut résister, il faut tenir. Donc moi, je dis toujours, écoute, c'est la 4e fois que tu m'invites, ça fait 4 fois que je te dis exactement la même chose. Bon, toujours sous des angles différents. Mais ce que je te raconte, c'est quand même un déni massif
autour de la pédocriminalité et le fait qu'il faut se réveiller, qu'il faut en parler et qu'il faut appeler un chat un chat. Des réseaux qui peuvent empêcher de divulguer ce type d'informations aujourd'hui. Mais il n'y a que ça. Ben, évidemment. Il y a que ça en permanence, par peur. Par peur essentiellement chez les journalistes, mais aussi chez les policiers, mais aussi chez les magistrats. Parce qu'ils savent pas qui y a dans les réseaux. Ouais, mais pardon, Karl, justement, on va essayer parce que tu as employé des termes comme pédosatanisme. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de preuves enfin, je parle pas de cette affaire du trou, mais c'est vrai que depuis quelques mois, on entend vraiment ce terme revenir pas mal, parce qu'il y a énormément de témoignages maintenant. Et il y a beaucoup aussi de témoignages farfelus, hein, on peut quand même le reconnaître. Il y a des témoignages. Est-ce que tu ne crois pas, justement? Non, il y a jamais. Qu'il n'y a pas une grande probabilité que Marc Dutroux te mente aussi dans cette interview. Ah non, monsieur. Et pourquoi? Parce que sinon, il m'expliquerait à quoi servaient les petites filles. Et tu vois, il aurait une version. Il est incapable de dire autre chose que ce qui s'est réellement produit. Marc Dutroux, c'est un rural, c'est un mec, il vole des camions, il vole des engins, des pneus, alors il transfère de la drogue. Précédemment, il allait chercher des petites filles en Europe de l'Est. Qu'est-ce qu'il en faisait? Il les livrait. Et pour lui, tout se vaut. Et quand il y a une commande, forcément, derrière, s'il y a une offre, il y a une demande. S'il y a une demande, il y a une offre. Voilà, il fait un business. Donc, alors quel rapport avec les pédosatanistes? En l'occurrence, là, aucun. En revanche, chez certaines des témoins qui vivent encore, Anneke Lucas, qui a été enlevé par le même réseau avant que Dutroux y travaille, mais il y avait déjà Michel Nioul, et il y avait déjà, d'ailleurs, elle était la chose de Van den Boynans, elle-même le dit aujourd'hui, avant de devenir la chose d'un Américain à qui il avait cédé au cours d'une cérémonie satanique pour plaire à cet Américain qui, lui, Van den Boynans, dit-elle, n'était pas pédosatanique, il était juste pédo. Et en fait, il était pédo aussi pour s'en servir pour le chantage, pour faire venir des gens et évidemment les prendre en photo, en vidéo et tout. Mais par goût, il n'était pas sataniste. Par contre, il y avait des satanistes qu'on retrouve dans les cérémonies qui se passaient dans le fameux château en Belgique, le château des Armoises. C'était des cérémonies sataniques. Et aujourd'hui, comme les langues se délient, comme les gens commencent à en parler vraiment, parce que beaucoup des victimes ont été victimes d'amnésie traumatique et retrouvent la mémoire longtemps après. En revanche, dans les témoins X de l'affaire Dutroux, Régine Alouf, alias X1, a parlé dès le départ de ça et de cérémonies pédosataniques. Quand elle raconte qu'elle est tombée enceinte à 10 ans, qu'elle a été obligée de tuer son propre enfant, enfin, c'est des trucs qui s'inventent pas, quoi, malheureusement. Tout à l'heure, tu as évoqué l'affaire Epstein. Justement, si ces réseaux ils étaient aussi puissants que tu le dis, allons jusqu'au bout, pourquoi ils ne seraient pas liquidés, Marc Dutroux? Il est pas à l'abri d'être liquidé. Il est à l'isolement depuis le début. Donc, personne ne peut aller le voir, vraiment. Ah non. Il est à l'isolement. Mais même, il n'y a pas d'autres prisonniers. Quand il fait un petit tour dans la cour, les autres, tu lui lances des tomates et des œufs durs et lui gueule dessus. Non, il est à l'isolement. Par contre, si un jour il sort, oui, il peut se faire dézinguer, oui. Alors, justement, on va pas tout dévoiler, puisque, évidemment, j'invite, donc, tous ceux qui nous regardent à lire ce nouveau numéro de l'Envers des Affaires. Mais on va revenir, si tu le veux bien, mon cher Karl, à ce dysfonctionnement de la justice sur lequel, d'ailleurs, tu reviens à travers les différentes interviews qu'on peut lire dans ce numéro, sur le juge Connerotte. Donc, c'était lui qui avait en charge cette affaire. Pourquoi il a été écarté de cette affaire? Je ferai un parallèle, c'est un peu le juge Durand, celui qui a été nommé. Moi, je pensais que tu allais dire le juge Lambert, mais bon, là, c'était... Non, c'est un peu comme il a fait son travail. Quand Macron a voulu une commission sur l'inceste et les violences faites aux enfants civiles, il a nommé le juge Durand, et puis le juge Durand a travaillé. Du coup, le juge Durand, ayant rendu son rapport et ayant travaillé, proposant 87 mesures, on l'a mis dehors. Le juge Conrad, c'est pareil. On lui confie ce dossier Dutroux, Nioul et consorts. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dutroux, Nioul et consorts. Le mot qui gêne, c'est consorts. Parce qu'il ne travaille pas que sur Dutroux. Il travaille aussi sur Nioul et sur les consorts. Et c'est lui qui fait appel au témoin X. En disant, vous avez vu quelque chose? Appelez tel numéro vert. Ça appelle de partout. On entend les gens, que ce soit côté flamand, côté wallon. On les écoute tous, ils disent tous la même chose. Ils racontent ces cérémonies, ces chasses d'enfants, ces trucs pédosatanistes. Tous racontent la même chose. Et là, on dit, hop, terminé, dehors le juge. Comment on fait? Il participe, l'histoire est célèbre en Belgique, il participe à un dîner spaghetti.
Un dîner spaghetti en l'honneur des parents des victimes, des petites Julie et Mélissa, etc. Et on dit, vous prenez parti, vous êtes juge, mais vous prenez parti puisque vous faites un dîner. Foutaise totale, ça tient pas. On le remplace par le juge Langlois. Du coup, les pauvres gendarmes, Michel Clip, Aimé Bill, que j'interviewe dans l'envers des affaires, pareil, eux, c'était des gars de la brigade financière, ils regardaient les comptes de Dutroux, ils voyaient bien que Dutroux avait touché des sous. Au fur et à mesure qu'on enlevait des enfants, bizarrement, ils recevaient des sous. Donc, les sous, ils venaient bien de quelque part, ils commencent à gratter, on leur dit, vous arrêtez tout. Ils sont accusés de faux en écriture, de faux témoignages, de tout. Ça fait les gros titres de la presse. Les gendarmes sont des pourris et tout. Ils mettent 10 ans à être blanchis, même pas une ligne pour dire qu'ils avaient été blanchis. Carrière brisée. Comme Michel Roussel dans l'affaire Allègre. Comme le gendarme Jambert, suicidé de 2 balles. Toujours la même histoire. On met un coup d'arrêt. Quand Jambert commence à monter trop dans l'histoire des disparus de Lyon, et s'écarte de la piste qui sera la piste officielle, c'est Émile Louis tout seul. Là, c'est Dutroux tout seul. Donc, c'est toujours la même histoire. Ça va trop haut, on arrête tout. Pour ça, tu veux dire que la justice est corrompue? Totalement. En tout cas, dans ce cas-là, totalement. Et dans ce genre d'histoire, presque toujours, parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, si ça remonte vers l'élite, ils ont peur. Les gendarmes ou les magistrats, ils ont peur. Tu parles d'autres affaires, là, tu viens de citer Émile Louis, justement, et tu le disais tout à l'heure aussi. Tu fais un parallèle entre l'affaire Dutroux et l'affaire Fourniret, que tu avais d'ailleurs évoqué aussi dans un précédent numéro. Quels sont les points communs entre ces 2 affaires? Il y a déjà un point commun qui est quand même très troublant. C'est que une petite d'origine thaïlandaise, qui avait été adoptée, qui s'appelait Maniana, est violée et assassinée par Michel Fourniret. Et son corps, au lieu de l'enterrer dans la forêt, il va l'enterrer, même pas l'enterrer, il va la déposer dans le jardin du procureur Michel Bourlet, procureur du roi en charge de l'affaire Dutroux. C'est pas bizarre, ça? Très très curieux. Ensuite, concernant, on parlait du château où il y avait les cérémonies pédocriminelles et sataniques en Belgique. À 30 km, il y a le château du Sautou, qui est le château qu'a acheté Michel Fourniret. Pour quelle raison Michel Fourniret achète ce château? N'y vit pas, mais en revanche fait installer 14 salles de bain dans ce château. Est-ce qu'il ne recevait pas? Il avait de l'argent. Il avait l'argent du gang des postiches. Mais pourquoi 14 salles de bain alors qu'il n'y a jamais reçu personne officiellement? Jamais. 14 salles de bain. C'est donc, il prévoyait d'y faire des soirées où il y aurait besoin de se laver. Beaucoup de gens devraient se laver ensemble. Il y aurait, tu vois, c'est quand même extrêmement curieux. Donc, tout le dossier Fourniret qu'on avait sorti, c'était pour démontrer que Michel Fourniret était certes un prédateur isolé et un serial killer, il n'y a aucun doute. Ce qui n'est pas le cas de Marc Dutroux, qui lui n'est pas un serial killer. Mais ce qu'on essayait de suggérer dans ce dossier sur Fourniret, c'est qu'il était probable que Fourniret avait des rapports avec des personnes en Belgique. Vu la proximité Ardennes-Belgique, c'est quand même... lui, il était dans les Ardennes belges, le château de Sautou. Et c'était tout à côté de là où ça se passait avec Dutroux. Donc on disait, ça serait bizarre que, par exemple, dans la fameuse bande de Néoul, que Dutroux appelle la bande de Courcelles, peut-être il y avait des mecs qui connaissaient très bien Fourniret, et il se passait des plans, est-ce qu'il se passait des victimes? Les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est-à-dire, on n'est pas... c'est pas la carte d'identité, profession, prédateur isolé. Mais non, t'es prédateur isolé comme Fourniret, mais tu peux fournir. Il peut y avoir une commande, t'as besoin de vivre. Juste besoin de vivre. C'est des choses très, très basiques, très... En fait, Dutroux, il faisait ça pourquoi? Pour vivre. Dutroux, pour lui, il n'y a pas... Tu veux, un engin de chantier ou une gamine, c'est pareil. C'est une commande. Quelle comparaison on peut faire avec l'affaire Nordal-Lelandais? Alors, Nordal-Lelandais... Je me souviens que j'avais lu des choses qui étaient très similaires dans les numéros que tu lui avais consacrés. Nordal-Lelandais. Pareil, prédateur isolé, mais un petit peu différent. Quelqu'un qui tue quelqu'un d'homosexuel, reconnu et affirmé, et qui tue des hommes ou des garçons. À tel point que on monte une cellule à la gendarmerie dédiée au cas lelandais. Et on commence par 55 morts mystérieuses en disant ça pourrait être lelandais. C'est un peu sa région, c'est un peu la même méthode que pour le caporal Noyer. Bon,
Après, on se dit 55, 55 c'est beaucoup, on réduit à 14. Bon, on réduit à 14, et puis arrive l'affaire Maëlys, et là, on arrête tout. Et on dit, non, alors finalement, non, il est pédophile. Mais, en fait, non. Alors ça, c'est ma version, et je peux expliquer un peu pourquoi j'ai pas pu aller plus loin aussi. Parce que sinon, on va se dire, mais il raconte n'importe quoi. Un mec qui agresse d'autres hommes pour les violer, puis les tuer, il fait penser au chef Chanal, un Gourmelon, les plus anciens s'en souviendront. C'est un profil de meurtrier bien précis. Pour quelle raison, subitement, il viendrait pédophile, en plus avec une petite fille? Encore un petit garçon, tu me diras. Mais une petite fille, j'y crois pas. Les circonstances de la mort de Maëlys sont les suivantes. Elle a reçu un coup, ça on le sait, avec ce qu'on a retrouvé d'elle. Lui-même le dit d'ailleurs, il dit j'ai filé un coup trop fort et elle est morte. Mais ça je le crois, C'est une commande, il a pris la petite, elle s'est débattue, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé dans la fameuse bagnole, là, qu'il a lavé indéfiniment puisqu'il y avait du sang de la petite, il a foutu un coup à la petite, il est quand même militaire, maître chien, tu vois, il est costaud, il lui fout un coup, elle meurt. Eh ben, il part l'enterrer là où il l'a enterré. Pour moi, c'est une commande, et pour moi, c'est un serial killer qui répondait à une commande. Pourquoi j'ai pas pu le prouver plus que ça? Parce qu'on touche aux véritables employeurs de Nordal-Lelandais. C'est le milieu. Quel milieu? C'est un milieu d'une région, là où il était, si tu veux, vers l'Isère. Là, c'est le milieu. Et donc, si tu commences à te toucher au milieu, tu as de grands ennuis. Voilà, elle est là la réponse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu t'arrêtes. Même toi, tout Karl Zero que t'es, tu fais bon, ok. Justement, ça tombe bien parce que c'est la question que je voulais te poser avec tous ces sujets que tu abordes en les évoquant aussi précisément. Est-ce que t'as pas peur de te faire des ennemis puissants, mais vraiment au sens... Tu crois pas que je les ai déjà, non? Ouais, mais jusque-là, ça met pas ta vie en danger. Qu'est-ce que t'en sais? Tu reçois des menaces? Pas directement? Ouais, mais si tu veux... D'abord, j'ai l'habitude parce que j'ai eu dans ma vie très souvent affaire à des menaces, y compris de tes amis qui bientôt accéderont au pouvoir. À l'époque, j'étais très anti Jean-Marie Le Pen, etc. C'était courant. J'ai même vécu pendant 2 ans avec un garde du corps, tu vois. Donc je sais ce que c'est. Maintenant, je vis retiré et je fais très attention. Bien sûr, en même temps, je suis plus visible qu'un gendarme Jambert. Mais enfin, je te confie que je ne suis ni suicidaire, ni dépressif au dernier degré, ni je vais pas tomber par la fenêtre comme, tu vois, bon. Voilà, je suis là. Mais après, c'est vrai que t'es jamais à l'abri. Ces réseaux, en tout cas, que tu dénonces en Belgique, tu nous confirmes ici, ce soir, qu'ils existent également en France. Tu en as la preuve dans Libération, pour la première fois, incroyable. Oui, mais ça remonte, je veux dire, à la date d'aujourd'hui, quoi. Et ils existent en France, évidemment qu'ils existent en France. Ils existent encore. En ce moment, au moment où on parle. Au moment où on parle, il y a encore des réseaux comme ceux que tu décris. Ah oui. Oui, monsieur. Bon, il y a évidemment les réseaux via Internet. Ça, mais comment tu fais la part des choses? Parce que tu vois où je veux en venir, tu me parlais de mes gentils amis comme Henri Reichstadt et d'autres. Comment tu fais la part des choses entre la part de réalité et la part qui peut être réelle de complotisme? Non, tu recoupes. Tu parles à plusieurs personnes, tu regardes ce qu'en disent les uns, les autres, les troisièmes, les avocats, les magistrats, les flics, et puis tu finis par comprendre. Enfin, l'affaire Outreau, en France, on se souvient qu'il y avait eu un beau raté. Alors, je sais que t'es pas d'accord avec ça, mais... Ça, c'est la version officielle. Ouais, mais... Tu t'es fait rouler dans la farine, tu sais qu'à cause de ça, quand un enfant dit qu'il est violé, on ne le croit pas d'office. Ils ont inversé la charge de... Ouais, non, mais surtout, la parole de l'enfant ne vaut plus rien depuis l'affaire d'Outreau, à cause de cette sombre escroquerie qui a consisté à retourner totalement le premier procès. Et là, t'es extrêmement critique envers Dupond-Moretti. Tu l'avais dans d'autres émissions. Non, mais Dupond-Moretti... bien chargé, quoi. Dupond-Moretti, je veux dire, qu'est-ce que tu veux en dire? Bon, paix à ses cendres. Hein. Bon, ça c'est dit. Est-ce que tu crois pas que les gens, aussi une autre hypothèse que je te soumets, est-ce que tu crois pas que certaines personnes refusent de croire à ce que tu dis ou à ce que tu évoques, parce que justement c'est trop horrible? Si, bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils ont raison. C'est trop horrible. C'est trop horrible. Même moi, très souvent, j'ai pas envie d'y penser. Parce que, honnêtement, c'est très lourd à porter. Toi, c'est ton quotidien. Non,
C'est d'autant plus mon quotidien qu'on a créé une association qui s'appelle Justice pour l'enfance et que maintenant on défend directement des enfants. Donc on a accès directement à... Donc je veux dire, en termes de preuves, tu imagines les images, tu imagines les témoignages, tu imagines... et j'aimerais... Il y a des moments, je me dis... tu veux pas décrocher, ouais. J'aimerais bien, oui. Souviens-toi de ce que je faisais avant, hein, quand même le vrai journal. Moi, il y a une partie journalistique, interview, mais il y a aussi une partie déconnade. Et aujourd'hui, je peux difficilement me mettre à déconner tout en luttant contre la pédocriminalité. C'est marrant parce que dans mon entourage et des gens qui justement t'apprécient beaucoup, il y avait pas mal de gens, je crois que je t'avais déjà posé la question, mais peut-être pas aussi directement que je te la pose aujourd'hui, des gens qui se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'enfance de Karl aussi un truc qui, objectivement, pourrait être l'occasion de nous révéler, ou est-ce que tu n'as jamais été victime de... Écoute, jamais, ou alors je souffre d'amnésie traumatique, et écoute, j'ai déjà 62 ans, donc ça reviendra jamais. Mais d'ailleurs, je ne crois pas, non. Tu connaissais le prénom d'Alzheimer ? Non. Ça commence comme ça. Bon, ça a été facile. La place des francs-maçons... J'ai dit que j'avais envie de me marrer, mais faut pas comme ça. Voilà. Si tu fais ça à France Télé, putain, ils vont pas te garder. Oui, c'est pour ça que je me lâche. Fais gaffe. Karl, t'as évoqué aussi tout à l'heure, enfin tu l'as pas, on s'est pas étendu, mais ça va peut-être être l'occasion justement. T'as évoqué quand même la place des francs-maçons dans certains réseaux. Quelle est cette place des francs-maçons dans les réseaux ? Pourquoi tu dis les francs-maçons ? Les francs-maçons. Les francs-maçons, pardon. Ils sont francs. Écoute, normalement. Ouais. Et quelle est leur place ? Leur place, elle est, tu sais... Non, ils sont, alors, si t'espères que je vais dire qu'ils sont tous pédophiles, non, pas du tout. La plupart sont des gens très bien. Et... Toi, tu l'as jamais été ? Jamais. On te l'a proposé ? Un peu au début, quand j'étais à la télé, tout ça, mais j'ai jamais accepté. Ah, tu veux dire qu'il y a beaucoup de francs-macs à la télé ? Ah ouais, plein. Non, mais ça, c'est vrai. Bon, allez, c'est un secret de polichinelle, mais moi, je suis au courant de tout ça. Pourquoi on le dit pas, ça ? Je sais pas, c'est les autres qui le disent pas, c'est eux qui le disent pas. Non, mais est-ce que justement, parce que... C'est eux qui, ils font vœu de secret, machin, tu vois, bon. Puis après, finalement, certains le disent, d'autres le disent pas. Mais moi, j'ai rien du tout, vraiment, je l'ai dit 50 fois et on finit par ne plus me croire en disant, mais non, mais pourquoi ? Parce que c'est vrai que je me souviens... moi, des francs-maçons. TF1, on savait qu'à l'époque de Patrick Lelay, beaucoup de gens étaient francs-maçons. Je sais pas si c'est encore le cas. Est-ce que tu penses que le fait, justement, pourquoi je dis ça ? Parce que... Écoute, j'aimerais... En fait, mon rêve, ce serait de pouvoir incriminer uniquement les francs-maçons. Mais quand tu te rends compte que dans d'autres obédiences, au Vatican, dans l'Opus Dei, il y a aussi des pédos. Et ils se couvrent aussi, de la même façon. Donc en fait, si tu veux, c'est vrai que les francs-maçons, notamment dans la magistrature, dans la gendarmerie, c'est connu. Dans le journalisme ? Dans le journalisme, ils s'entraident, ils sont frangins, machin. Quand un mec tombe pour une histoire de pédo, les autres, ils ont leur justice à eux, ne l'oublions pas. Ils se jugent entre eux. Le mec, allez, c'est bon, tape sous. Finalement, il va se retrouver devant la vraie justice, enfin la vraie. Il va se retrouver devant la justice de la France après, et il prendra rien parce qu'il a été absous en loge. Ça, je dis, c'est pas bien sur des histoires qui touchent aux enfants. Après, si c'est des histoires de tribunaux de commerce ou de machin, je m'en bats l'ec. Vraiment. Tu vois, je suis pas là hystérique contre les francs-macs. Je dis juste, les mecs, faites le ménage. Mais je dis pareil au clergé, je dis pareil à tous ceux qui ont des rapports avec les enfants et qui se couvrent. C'est pareil dans l'éducation nationale. C'est pareil dans les clubs de sport. Bon, pardon, là, je te corrige quand même sur les tribunaux de commerce, même si c'est pas parce que c'est moins grave sur un plan pénal que c'est pas tout aussi grave. Je veux dire, les règles, elles doivent être les mêmes pour tout le monde. Bien sûr, mais en même temps, depuis que les conséquences sont pas les mêmes, bien sûr. Depuis que le monde est monde, et c'est truandé, copinage, le machin, ça fait partie de la règle. Appartenir à tel ou tel petit lobby, ça fait partie de la règle. Et on en attend pas moins du contribuable de base, etc. Tu dirais qu'il y a des lobbies qui dirigent la France aujourd'hui qui sont pas forcément les francs-maçons. Je recevais Alain Juillet justement sur cette banquette il y a quelque temps, qui était l'ancien patron du renseignement, tu sais, qui nous disait que pour lui, que le lobby le plus puissant aujourd'hui, c'est le lobby LGBT. Tu partages ce point de vue ? Il est puissant, on le voit dans le combat contre les enfants transgenres. Alors ça c'est aussi un autre sujet, c'est vrai qu'on peut évoquer. C'est quoi ton opinion là-dessus ? Que c'est de la pure folie, qu'on sait que un enfant qui dit à 8 ans ou 7 ans, voilà, je suis une fille ou je suis un garçon, alors que c'est l'inverse. Avant le moindre traitement, la puberté, voilà, il faut attendre, voilà, parce qu'il peut changer d'avis. Donc c'est terrible l'idée qu'on leur donne déjà des hormones et qu'il y en ait même qui fassent l'opération avant même la puberté. Or ça existe. Donc là, on marche sur la tête. Mais
ça n'a pas de rapport avec la pédocriminalité, mais c'est une attaque contre ce que devrait être, en tout cas, l'enfance. Au-delà de l'affaire Dutroux, justement, t'en es où ton projet, justement, de sensibiliser le monde politique à ces enjeux? C'est d'autant plus important qu'on ait diffusé, je le disais, ce soir du premier tour. Enfin, on verra les résultats tout à l'heure. Eh bien, comme tu l'as vu, j'ai fait un appel. Entre les deux tours, là, tu vas peut-être... je vais remettre le couvert, maintenant que les choses se précisent. Mais... Parce que là, ça joue, a priori, entre les... Voilà, tu sais bien. Tu as peut-être vu, il y a une semaine, j'ai fait un appel en disant on entend parler de tout, mais on n'entend pas parler des enfants, ni de la pédocriminalité. Vous avez un problème avec ça? Ça veut dire que qui que ça soit qui gagne derrière, ça va continuer, le silence? J'ai pas eu beaucoup de retours. C'est quoi c'est qui les partis et les personnalités les plus réceptives à tes arguments sur ce sujet? Faut bien reconnaître, ça m'ennuie, mais que Marine Le Pen a été réceptive quand j'ai fait 1 sur 5 face aux candidats, c'était la dernière présidentielle. Elle est venue, elle avait des idées, elle avait travaillé, elle connaissait le dossier réellement. Peut-être sa formation d'avocate ou sa formation de maman, j'en sais rien, mais en tout cas, et comme tu sais que je suis un ennemi personnel de cette famille, puisque j'ai fait chier à mort Jean-Marie Le Pen du temps du vrai journal, ça m'ennuyait que ça soit elle qui ait la meilleure voix. La deuxième meilleure voix, curieusement, c'était Anne Hidalgo. Tu me diras, elle est folle, Paris, machin, les JO. Ouais, elle connaissait le dossier aussi, et elle avait aussi des réponses. Et pour le reste, je dirais que c'était un peu la Pampa, la Strada, ils étaient tous à la masse. Et comment t'expliques justement que ça... Ils en ont rien à foutre, mais ils en ont rien à foutre. Ils se rendent pas compte qu'en réalité, c'est une des choses, si ce n'est la chose qui interpelle le plus les gens, c'est leurs enfants. Et les enfants, c'est quoi? C'est demain. Eh ben ouais, mais moi, tu vois, j'ai une question à te poser, car si, comme je t'entends le dire, et c'est tout à fait tu veux savoir si tu seras... Non, mais pourquoi tu te présentes pas et tu t'engages pas en politique pour porter ce combat? Ah, mais parce que j'ai pas du tout envie d'être un homme politique. Non, à un moment donné, si les gens portent pas mais moi, je suis ta là parole, pour... à la rigueur, engage-toi. Non, je préfère être lanceur d'alerte, je préfère être aiguillon, je préfère être empêcheur de tourner en rond, casse-couille de première, tout ce que tu veux, mais certainement pas politique, c'est pas mon truc. Tu penses que tu es plus efficace en étant... J'ai un petit côté Chirac, mais... Tu penses que tu es plus efficace en révélateur, en lanceur d'alerte? Bien sûr, bien sûr. Mon rôle, c'est plus de faire évoluer les mentalités. Là où les médias ne remplissent pas leur rôle par rapport à ces problèmes-là, je le remplis. Je fais venir à moi le public qui, sinon, regarderait les médias qui parleraient de ça. Alors, en parlant de médias, justement, comment il se porte, ce magazine, L'Envers des Affaires? Celui-là, écoute, il démarre très très bien. Contrairement au précédent qui avait démarré catastrophiquement. Ce sera le numéro de l'été, hein. C'est le numéro de l'été, et il démarre très bien parce que, il y a Dutroux, et puis il y a l'affaire Puff Daddy, on va y venir, qui intéresse quand même beaucoup, alors une frange plus jeune de la population. Alors, raconte-nous en 2 mots, mais à l'occasion, on en parlera lors d'une prochaine émission. Ça, je pense que tu devrais faire quelque chose là-dessus. Ouais, j'ai réfléchi, ouais. Donc, Puff Daddy... N'attends pas France Télévisions. Non, je vais pas attendre, justement avant. Non, mais Puff Daddy, parce que là aussi c'est incroyable, une enquête très très nourrie d'Alex Jordanov, qui connaît bien évidemment tout ce milieu. Qui en vient. Voilà. Alex Jordanov, il est né dans le rap, il était à 18 ans à LA, et il voit 3 blacks avec des grands t-shirts et des casquettes, et boum, ça devient plus tard Usher, 50 Cent, machin. C'est ses potes et il joue au basket avec eux. Bon, alors évidemment, ça crée des liens. Donc lui, il a enquêté sur cette affaire Puff Daddy, on n'en a pas beaucoup parlé en France, curieusement, qui est un peu un remake de l'affaire Epstein. Parce qu'on se souvient de ces perquisitions là où il y avait on a vu ces images-là. Miami à Los Angeles où il y avait ces militaires, tous ces policiers américains. Les Robocop ont été lâchés sur les villas de Puff parce que Puff fait du trafic sexuel. Puff avait 270 caméras dans ses villas. Selon toi, ça n'engage que toi ces propos. Selon moi. Non, mais il n'a pas encore été condamné par la justice. Et 50 Cent et Justin Bieber qui raconte quand même qu'il s'est fait sodomiser par lui. Selon Usher, selon... Tu veux dire Justin Bieber, parce que j'ai lu en effet cette enquête qui est absolument édifiante, en effet. Et en effet, il y a même des paroles d'une chanson. Il a écrit une chanson là-dessus. Qui est très troublante, ouais. Oui, parce que l'autre en fait, est une espèce... Il avait 13 ans et Puff Daddy avait 30 ans. C'est un malade du sexe. Aussi bien avec les femmes, les hommes et j'imagine malheureusement les enfants, et il reçoit énormément de monde dans ces villas qui sont équipées de caméras, et là ça y va. Alors lui c'est encore pire que chez Epstein, point de vue drogue, point de vue alcool, point de vue débauche, point de vue dépravation, tout ce que tu veux, mais qui défile là?
ceux qui font les magazines People toute l'année. C'est-à-dire, c'est le haut du gratin hollywoodien, ou de la musique, du hip-hop. Donc c'était un peu le parrain de Justin Bieber. Et là, on apprend, c'est un truc incroyable. C'est ça qu'il avait... Oui, mais c'est pas pour ça que c'est grave. Ce qui est grave, c'est que c'est un moyen de faire chanter. C'est comme Epstein. C'est encore comme Dutroux. C'est un réseau de chantage sexuel. Donc on va piéger le jeune Éric Morillo qui était venu boire un verre agréablement chez Puff Daddy, un peu émerveillé, quoi. Il voit des stars, il se dit... Et puis finalement, et là, Puff Daddy essaye de me violer, c'est ça? Non, toi, c'est pas ton goût, donc c'est plutôt une très jeune femme qui va venir, et puis tu vas avoir des relations charnelles avec elle, et puis après, il te fait chanter. Ouais, pour lui. Il transmet ton dossier, parce qu'il est là pour ça, il transmet ton dossier à qui de droit, qui derrière te fera chanter le jour où tu feras un peu trop chier. Et là, pareil, c'est incroyable. Puff Daddy, on sait bien que c'est une star plus que mondiale, planétaire, quoi. Enfin, c'est incroyable. Comment t'expliques que finalement, depuis cette perquisition, j'ai l'impression, je sais pas où ça en est, quoi. Même aux États-Unis, ça avance doucement. Il y a des réseaux de dingue, parce que ce que tu dis aussi, enfin, ce qu'Alex Jordanov dit dans ce numéro, c'est il est tellement puissant, il a tellement d'argent qu'il doute qu'un jour Puff Daddy aille en prison. Bien sûr, parce que c'est-à-dire qu'aux États-Unis, finalement, quand t'as de l'argent et que tu peux te payer le meilleur avocat... Et surtout, ça va jamais jusqu'au procès, tu transiges avant. Enfin, excuse-moi, quand même, Harvey Weinstein, ça s'est quand même mal passé, c'est mal fini pour lui, quand même. Il avait moins d'argent que Puff Daddy. Ah oui, donc c'est à ce niveau. Ah oui, là, il a pris l'avocat de Michael Jackson, Puff Daddy. Braffman, c'est ça. Braffman. Ouais. Alors, en tout cas, voilà, on spoile pas ce magazine, on encourage tout le monde, si les gens veulent donc se renseigner sur cette affaire Puff Daddy, à se procurer l'envers du décor. Donc, tu abordes aussi de nombreux sujets dans ce numéro sur lesquels j'aimerais revenir. D'abord, j'aimerais qu'on parle des plateformes qui prospèrent sur le sexe en ligne. Je pense évidemment alors à Coco, tu vas nous dire pourquoi. Je sais pas si je prononce bien Mime, M-Y-M, et OnlyFans. Pourquoi tu as souhaité, Karl, alerter sur ces sujets? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'aimerais que tu nous précises un peu, sans leur faire de pub, ce qu'on trouve sur ces différentes plateformes. Ce sont les nouvelles filières du sexe. Donc Coco, alors, était tristement connu puisqu'il y a un gamin de 22 ans qui s'est retrouvé à un rendez-vous. Donc rappelle-nous un peu. Philippe, je crois, il s'appelait, et donc il s'est fait assassiner par... il a été piégé d'abord. D'autres jeunes, voilà, il a répondu, semble-t-il, parce que c'est pas encore... il a envoyé une annonce... ou répondu à une annonce croyant parler à une fille mineure, mais sur Coco, et il s'est rendu au rendez-vous, et là, il a été tué. Alors, mais on ne sait pas, en fait, parce qu'il y a deux versions. Donc ça, c'est une version, mais ça indique quand même, parce qu'on savait, notamment dans des cas d'agression homophobes, que il y avait des gens comme ça, des tueurs de PD, qui donnaient rendez-vous à des homosexuels et qui, en fait, c'était pour leur foutre des patates ou voire les tuer. Et c'est arrivé plusieurs fois sur ce site Coco, qui a une particularité, mais que je pense tout le monde a compris maintenant. Il n'y a pas besoin de pièce d'identité. Tu peux raconter n'importe quoi sur ton âge, ton nom. Donc, évidemment, tous les prédateurs sont là. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et comme il y a des jeunes qui y sont aussi, ce qui doit arriver arrive. Hein. Donc, finalement, et comme les flics peuvent pas intervenir, ils en sont réduits à faire eux-mêmes des faux profils de petites filles ou de jeunes filles pour attirer à eux des pédos et les arrêter tant qu'il en est encore temps. Et alors, ensuite, sur Mime et OnlyFans, alors d'ailleurs, je sais pas, c'est pas évoqué dans ton article, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Est-ce que tu sais que ces plateformes numériques sont, mon cher Karl, pour certaines, et je pense à Mime notamment, subventionnées par Bercy au titre de l'innovation numérique? Est-ce que tu savais ça? Mais si. Mais non. Eh si. Ça t'inspire quoi? Je vais être vulgaire, mais c'est du dégoût. Ah, tu ne savais pas? Non. Non, alors là, écoute, à l'occasion d'un changement gouvernemental, on pourra peut-être revoir ce genre de choses. OnlyFans, on a interviewé donc OnlyFans, c'est un peu comme du porno de... C'est quoi la limite entre la création artistique et la prostitution, le proxénétisme? Parce que il y en a même, je crois, qui se revendiquent officiellement proxénète. Non, ça, c'est hautement n'importe quoi. Ouais. C'est évidemment du proxénétisme. En fait, c'est souvent des couples, parfois des filles seules, qui décident soit de faire l'amour, soit de se présenter nues et de vendre ça. Et pour elles, et d'ailleurs, on a interviewé une et nous, on est là pour dénoncer. Elle nous dit, je suis très heureuse. Donc, va comprendre. Elle en vit, elle trouve ça safe. Après, elle reconnaît que les relations avec ses clients, puisque les mecs s'abonnent
je sais pas pour combien par mois, mais c'est des clients. Donc elle a une relation, on va dire, privilégiée. Ils ont droit à des vidéos et des machins et tout, mais qu'il y a des relous dedans et des gens... Mais là, il y a pas de contact. Enfin, OnlyFans, pardon, mais oui, tu dis que c'est du proxénétisme, mais bon, c'est une nana qui fait un striptease qui est consentante. Normalement, il n'y a pas de contact. J'ai envie de dire, sur un plan juridique pénal, est-ce qu'il y a quelque chose de condamnable? Non, parce qu'on n'a pas le temps d'aller gratter. Enfin, ils gagnent des fortunes, d'ailleurs. Et on n'a pas le temps d'aller gratter aussi sur les messages privés qu'ils envoient. Ah, tu crois que derrière, il y a des... Attends, ça dépend combien tu mets, t'es con, quoi. Enfin, sois pragmatique un peu. Ouais, mais en tout cas, oui, là où on est pragmatique, c'est qu'il y a des fortunes. Ah, des fortunes. Qui sont créées... Et ce sont, donc, c'est... Bon, en tout cas, on incite la plupart des gens qui nous regardent à se procurer ce numéro, l'envers du décor, où il y a d'ailleurs, au passage, on n'aura pas eu le temps d'en parler, mais il y a un dossier incroyable sur l'évasion spectaculaire et meurtrière de Mohamed Amra, donc qui est vraiment passionnant. Donc je vous encourage vraiment tous à vous le procurer. Alors mon cher Karl, j'aimerais qu'on finisse cette émission en parlant... un jeu. Oui, aussi peut-être, parce que c'est peut-être un vaste jeu aussi, la politique, par parler de l'actualité, justement, politique, cette actualité... Moi, je veux plus en parler. Si longuement, bah oui, non, mais là pour nous, tu vas le faire, s'il te plaît, si en hommage à cette banquette orange qui te salue. Nous allons, si tu veux bien, j'aimerais que tu commentes cette actualité. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette situation politique actuelle? Ben, écoute... Comment d'abord tu as réagi aux résultats des élections européennes, quand tu as découvert la victoire écrasante du Rassemblement national, pour lequel tu avais voté, bien entendu? Non, pas du tout. Tu as voté pour qui? Et le vote est secret. Écoute-moi, si je devais voter, mais il n'y a pas de liste. De bois, tu vas pas me faire ça. Ah non. Moi, je pense qu'il faut pas élire des maîtres. Tu es de gauche et d'extrême gauche. Mais j'ai toujours été de gauche. J'ai jamais été de droite. Ça veut dire quoi aujourd'hui être de gauche? Ben, ça veut dire ce que je te dis. Ça veut dire on n'est pas là pour élire des maîtres. Donc c'est le système qui ne va pas. Il faut changer le système. Il faut créer une nouvelle constitution et que cette constitution soit écrite par nous et qu'il n'y ait plus de gens qui soient élus, mais des gens qui sont tirés au sort. Et comme ça, les choses iront beaucoup mieux. Mais on n'en prend pas le chemin. Donc je veux bien commenter, mais en même temps, c'est plus mon métier. Je l'ai fait pendant très très longtemps, puis surtout avec eux. Mais donc, si tu veux, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ces mecs-là s'occupent un peu des enfants. Mais ils étaient aux abonnés absents. Je veux dire, ça faisait partie d'aucun des programmes. C'est comme si ça n'existait pas. Or, c'est plus important que tout. Et finalement, si tu en parles avec les gens, ils en conviennent. Mais comme les médias n'en parlent jamais, les gens oublient. Et puis, ils se disent, oui, la retraite, c'est important, mais il n'y aura pas de retraités, personne pour payer la retraite si tous les enfants finissent. Enfin, soyons sérieux, quoi. C'est ça le plus important. Donc, voilà ce que je veux bien commenter. Pour le reste... Ben non, mais pour le reste, c'est important parce que comme tu as rappelé justement avec honnêteté que tu avais combattu beaucoup justement le Front National de Jean-Marie Le Pen. Ah, tu veux que je te parle du RN? Ben oui, non mais voilà. Alors, est-ce que tu penses aujourd'hui que le RN est toujours un parti d'extrême droite? Bah évidemment que non, parce qu'il est clairement adoubé par le système, c'est-à-dire par le grand capital. Il est représenté par un grand milliardaire dans les médias, Bolloré. Il fait partie du paysage et son programme est plus ou moins le programme de Jacques Chirac en 88. C'est dire à quel point on a rasé la moustache et lissé la mèche. C'est un peu fini tout ça. L'hydre, la bête qu'on combattait dans les années 90-2000, ou souviens-toi de 2002, quoi, quand Le Pen est arrivé au deuxième tour, là c'était une claque. Là, bon, l'arrivée du RN, Bardella est propre sur lui, machin. Bon, quel regard tu portes sur lui d'ailleurs? Bah, alors lui, c'est vraiment un pur politique, quoi. Voilà, mais il n'a absolument plus rien de ce qu'était le FN. Et Dieu sait que j'abhorrais le FN, mais il est un peu inodore et sans saveur. Il est promis un grand avenir d'après toi? Ça, j'en ai pas la moindre idée, je suis pas devin. Est-ce qu'il faut, d'après toi, justement, même quand on n'est pas d'accord avec un parti, en l'occurrence là, le Rassemblement National, quand tu vois un petit peu tous ces artistes, justement, que tu as côtoyés aussi, tous ces people qui sont là à prendre la parole, que ce soit Marion Cotillard, que ce soit Kylian Mbappé, et j'en passe, Yannick Noah, t'as quel regard sur ces gens qui finalement sont, pardon, mais je pense à Marion Cotillard notamment, et Yannick Noah un petit peu aussi, totalement déconnectés, et justement, ce qu'ils réalisent pas, c'est que c'est justement... en prenant comme ils le font la parole, mais je pense qu'ils incitent encore plus à voter pour le RN. C'est-à-dire que... Ils sont complètement déconnectés. C'est-à-dire, ils tentent de rediaboliser
ce Front National devenu Rassemblement National que Marine Le Pen a réussi à dédiaboliser. Ils veulent absolument maintenant le rediaboliser, mais en réalité, il n'est plus très diabolique puisqu'ils renoncent. Regarde, ils voulaient sortir de l'euro, ils ne veulent plus. Ils soutenaient la Russie, finalement ils vont soutenir Zelensky. On peut pas dire qu'ils brillent par leur soutien aux Palestiniens et à Gaza. Donc en quoi sont-ils aujourd'hui réellement dangereux? Ils sont devenus, je te dis, ils sont aussi dangereux que Jacques Chirac en 88. Et à l'inverse, tu parlais de dangereux, il y a beaucoup de gens qui considèrent le nouveau Front Populaire, comme on doit l'appeler, aujourd'hui comme dangereux. Non, pas du tout. Je sais, oui, là, il est bon ton dans les médias de dire « Oh là là », enfin les médias de droite, hein, « Oh là là, LFI », comme si c'était le démon, mais c'est pas du tout le démon. C'est Jean-Luc Mélenchon, un tribun, un vieux trotskiste, très bon débatteur, très bon sur scène. Et puis autour, c'est un PS, Hollande qui a ramené sa fraise, Glucksmann, c'est un PS un peu inexistant, et puis un amas de trucs, c'est l'armée mexicaine, et je vois pas le danger non plus. Hein. Ah, tu vois pas le danger? Ah, je le vois pas du tout, non. Donc Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, ça te effraierait pas? Si pas ça du tout. Pouvait arriver? Pas du tout. Ne me regarde pas avec cet air méchant. Non, mais je suis étonné, mais en tout cas, ça voudrait dire que... ça voudrait dire que... pour toi... Plus que 10 minutes et on va savoir. Non, mais ça voudrait dire quand même que pour toi, la gauche et Mélenchon, c'est vraiment... il y a plus de... Et pour toi... L'extrême gauche, tu n'emploies pas ce qualificatif. Attends, et pour toi, mais restons comme ça, on n'est pas au courant. Non, moi, je suis pas... on s'en fout de mon avis. Là, on ne sait pas. Ouais. Hein, mais pour toi, comment on s'en fout de ton avis? Non, moi, je suis celui qui pose des questions, je suis pas celui c'est fini. Pendant quelques secondes. Qu'il n'y ait pas de majorité à l'issue même du deuxième tour, pas de majorité réelle à l'Assemblée, un grand chaos organisé par Macron, tu crois pas que c'est plus vers ça qu'on va? Justement, alors voilà, c'est vers ça que je voulais te diriger aussi, c'est Macron. Tu penses qu'il a fait une énorme bêtise en faisant cette dissolution, ou finalement que tout était calculé, qu'il y a un énorme piège à 3 niveaux derrière, que c'est un billard à 5 bandes? Je crois pas. Je crois qu'il voulait foutre la merde. Il a dit d'ailleurs qu'il avait lâché la grenade, je crois. Grenade dégoupillée. Ouais. Non, je crois qu'il voulait foutre la merde, qu'il a réussi, que d'une certaine façon, ça le fait marrer de voir les gens se tirer dans les pattes, et qu'un grand retour comme ça vers une 4e République absolument ingouvernable, ça lui plaît, il reste le président pour le temps qui lui reste, et puis après, il fera des conférences hyper bien payées, et voilà. Mais moi je crois que c'est plus le but, c'est plus de mettre le nez des Français dans leur caca. Ah, vous avez des dissensions, vous voulez pas... vous aimez pas Ursula, et vous voulez pas soutenir Zelensky, vous allez voir. Vous allez voir, comment c'est sans moi. S'il se barre, tant mieux, mais il va rester simplement. Il va rester, puis j'ai peur qu'il n'y ait pas de majorité. Oui, puis c'est marrant parce que tu as cité Chirac tout à l'heure, dont on se souvient aussi de la dissolution, avec le succès qu'elle avait eu d'ailleurs, pour lui. Une cohabitation Macron-Bardella, justement, finalement, tu t'es pas effrayé à l'idée que Bardella puisse être Premier ministre? Non, il sera plus à droite, mais il sera pas du tout, fasciste. Non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que c'est une véritable évolution, là. Excuse-moi, toi qui as souvent interviewé des politiques, on se souvient de toi aussi sur BFM TV. J'entendais récemment Anne Sinclair qui rappelait encore de nouveau au danger du bruit des bottes qui allait revenir. D'ailleurs, on a envie de lui dire si elle se souvient ou pas que Mitterrand avait été décoré de la Francisque. Quel regard tu portes sur même des journalistes comme Anne Sinclair, comme Jean-Michel Apathy, des gens qui étaient au même niveau, à la même époque que toi, et qui n'ont pas évolué là-dessus. Voilà, il faut bouger avec la Poste, ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas compris qu'il y avait un truc qui avait complètement et radicalement changé. Et que donc on pouvait pas, c'est pas avec nos vieux refrains qu'on allait faire un réchauffé de soupe anti-FN, ça sert strictement à rien. À rien. Et dissoudre avant les JO, c'était pas quand même... un peu... déjà, organiser des JO tout en faisant la guerre à Poutine, excuse-moi, le mec est fou, il est cintré. Donc, dissoudre, c'est la moindre des choses. Tu penses que cette alliance, quand même, on voit un peu tout et n'importe quoi s'allier à gauche, elle a vocation à durer? Parce que tu me parlais du PS, ou tu me parlais même d'Étienne Chouard du RIC.
excuse-moi, entre le programme du Parti socialiste, des écolos, de la France insoumise et encore plus à gauche, tu disais d'Étienne Chouarduric, il y a quand même, ou sur la position sur le conflit israélo-palestinien, c'est un peu l'auberge espagnole quand même. Oui, c'est l'auberge espagnole, mais en même temps, dans leurs propositions, il y en a des bonnes. Cette majorité, si jamais il y a un Premier ministre de gauche, il fera un programme de gauche. Moi, je me souviens, tu parlais de Jospin en 97, après la dissolution. Évidemment, à droite, personne s'attendait à se retrouver avec Jospin, et ben finalement, ils ont très bien gouverné. Et c'était aussi un mariage de la carpe et du lapin. Enfin, un programme de gauche, mais c'est pas un programme d'extrême gauche. Quand tu vois sur l'immigration notamment, que c'est vraiment, on ouvre totalement les vannes si Mélenchon est élu, ça t'effraie pas, toi, qui a des enfants. Ça, franchement, j'y crois pas une seconde. On ouvre totalement les vannes, tu oublies que au sein même de cette majorité, il y a des gens qui ne seront pas d'accord pour ouvrir totalement les vannes, il y aura débat, et que après il y aura des alliances au sein de l'Assemblée, y compris transgroupes. Donc je ne vois pas une majorité rose ou rouge vif, comme tu l'as décrit, qui serait censée faire très peur de bolcheviques. Je te dis, non, on a changé d'ailleurs de siècle. Donc je vois pas d'un côté des bruns qui font salut hitlérien et de l'autre côté des rouges avec le couteau entre les dents. C'est fini cette époque-là. Donc tu penses pas que la France est au bord du chaos, toi? Non, elle est dans le chaos. Elle n'est pas au bord du chaos. Elle est dans la merde totale. Avec vivre en France, c'était le paradis. Vivre en France, c'est devenu atroce. Les gens sont dans un état pas possible. Et Macron y a beaucoup contribué. Donc c'est en cela qu'il a besoin d'une bonne fessée. Qu'elle soit de droite ou de gauche. Une bonne fessée. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.